Cher auditoire, bonjour. La chaîne sur laquelle vous vous trouvez propose d'apprendre et chaque vidéo vous permet d'apprendre une chose, une compétence, un fait, une idée. Cette vidéo est aujourd'hui consacrée à Éric Sadin. Ce que vous pourrez apprendre ici, ce sont des clés de compréhension du monde actuel et du monde qui se dessine. Et je parle ici du monde technico-politique économique. C'est un condensé de 10 minutes de l'interview de Éric Sadin sur Thinkerview. Cette interview a eu lieu le 8 novembre 2018. Je vous laisse donc découvrir la vidéo, ça dure 10 minutes et vous pourrez bien sûr débattre de votre avis en commentaire. L'espace là est libre, du temps bien sûr que les commentaires soient justifiés, argumentés, dans un respect mutuel de toutes les positions sur ce débat. Bonne vidéo. Ce qui se joue, c'est la pression à plusieurs niveaux sur la décision humaine. C'est-à-dire que la façon dont nous agissons individuellement et collectivement est appelée à être de plus en plus pressée, orientée, encadrée, déterminée à plusieurs niveaux, donc des niveaux d'injonction de plus en plus forts, déterminée en vue de soit satisfaire des intérêts économiques, soit instaurer une vision de la société de plus en plus rationalisée, où on voudrait que le moindre défaut soit évacué, des systèmes technologiques, mais ce terme technologique m'agace, des systèmes technico-économiques politiques sont destinés à encadrer le cours des affaires humaines. L'intelligence artificielle, le cheval de Troie du technolibéralisme. Il était temps. L'intelligence artificielle, c'est une chance extraordinaire pour le libéralisme. C'est pour ça qu'il y a tant d'investissements qui visent à optimiser les nouveaux modes de management induits par l'intelligence artificielle. Où est-ce que tu as été voir ça? Mais je suis allé voir dans les entreprises, dans le monde entier. Quel endroit? Les conseillers d'Accenture, je les connais très bien, qui conseillent toutes les entreprises du monde entier, et d'IBM, et de SAP. Qu'est-ce qu'ils conseillent, tous ces gens-là? Les modes de management, c'est-à-dire les modes d'organisation en commun dans l'entreprise. Comment ça se passe? Data Driven Manufacturing. L'entreprise pilotée par la donnée. Faut l'inventer, celle-là. Moi, je pensais que les entreprises, c'était des collectifs humains, où il y avait des humains qui travaillent ensemble, au vu d'intérêts plus ou moins communs, dans la contradiction, dans du conflit, qui, plus ou moins ensemble, essayent de produire les résultats qui sont souhaités. Qu'est-ce que c'est piloté par la donnée? C'est qu'il y a des capteurs sur les départements de conception, sur les chaînes de production, sur les chaînes logistiques, sur les chaînes de transport, jusqu'à ce qui est nommé satisfaction client. Et qu'est-ce que ça induit? Ça induit qu'il y a une visibilité en temps réel de ce qui est nommé mesure de performance du personnel. Mais si avec cette abjection, on dirait, bon, allez, il y a une connaissance de mes gestes. Mais non, il y a des systèmes qui, en fonction de cette connaissance, édictent en retour des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en train d'être implantés dans la plupart des grandes entreprises du monde entier, soutenues par Accenture, et qui bénéficient de fonds publics, notamment en France. Cette usine 4.0, là encore, ça sonne très sexy, et qui voit des systèmes dire au personnel, allez dans les casques audio d'Amazon. Il n'y a pas que Amazon, il y a plein d'entreprises. Des robots qui répondent à des signaux, c'est-à-dire qu'ils sont démunis de toute spontanéité, subjectivité, inventivité. Et alors vous entendez les Macron, les Villani qui disent « mais il faut plus encore investir dans l'intelligence artificielle ». Mais c'est une honte, c'est une honte. Tu vois pas du tout l'intelligence artificielle, tout ce que tu viens de nous décrire, comme une opportunité pour nous, pour avoir plus de temps, on va avoir une société plus performante, l'opportunité de revenir sur notre propre humanité, non? À mon sens, il y a une équation très simple. Dès qu'il y a des systèmes qui nous dessaisissent de notre pouvoir de jugement, de notre pouvoir d'action, de notre pouvoir de décider librement, sans subir de pression, du cours de nos affaires individuelles et collectives, c'est inacceptable. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que nous sommes arrivés à ériger des systèmes qui vont continuellement éclairer de leur lumière, alors les lumières du 21e siècle, plus celles du 18e siècle, éclairer de leur lumière les bonnes, entre guillemets, actions à entreprendre. Alors nous avons dit, je fais ce que je veux. Dans l'entreprise, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans le recrutement, on ne fait pas ce qu'on veut. Et là, nous sommes en plein dans la fable de la complémentarité homme-machine. Moi, je suis allé voir de près. C'est une fable. Les résultats des équations qui vont être énoncées vont être de plus en plus fiables, qui répondent à des intérêts, mais ils vont être de plus en plus fiables. C'est ce qui est appelé à s'instituer dans nos existences. Je vais plus loin encore, à se banaliser. Jusqu'à récemment, il y avait des rapports entre personnes. Il y avait du dialogue, on peut le croire en théorie. Combien de temps que tu n'as pas été voir une banque? Non, mais la prise en compte du contexte pour l'octroi de prêts. Un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle qui pourrait apporter des bienfaits à l'humanité. Moi, j'ai un exemple. Lire les mensonges politiques sur leur visage. C'est pas beau, ça? Non, c'est pas déjà le cas. Non, mais tu as vu les systèmes aux frontières pour détecteurs de mensonges. Voilà. Les discours d'un Laurent Alexandre, d'un Cédric Villani polluent l'atmosphère. Jean-Briel Ganassia ou Laurence de Villers qui développent l'informatique émotionnelle, affective, des robots affectifs. Mais moi, j'en veux pas de vos robots affectifs. Pour s'occuper de ma grand-mère, je m'en occupe moi-même. J'ai pas besoin de robots. Après, vous nous parlez d'éthique. Non, développez d'autres structurations techniques. Parce qu'on en a marre d'entendre tous ces discours qui sont formatés, véhiculés en vue de satisfaire des intérêts. Ils dégainent une arme imparable, la médecine. Voilà un secteur dont, n'en doutons pas,
nous allons tous bénéficier. Il y a une personne qui ne cesse de dire ça. Gilles Babinet. Non, mais Gilles Babinet, j'en parle même pas. Voilà encore quelqu'un qui On lui passe le bonjour. Mais qui ne parle qu'au nom d'intérêts privés. Moi, je le redis, je parle au nom de ma stricte indépendance et de principes auxquels je crois. Donc la médecine. Alors, c'est qui ? Non mais Yann Lequin, boss du labo d'IA, nous dit la médecine, ça va sauver des vies. Il n'est pas du tout dans la médecine. Mais pourquoi il ne nous raconte pas ce qu'il fait sur Facebook ? Ah, on comprendrait mieux ce qui se joue si M. Lequin nous racontait cette volonté d'interpréter de façon toujours plus approfondie, affinée les comportements, en vue d'instaurer une relation client ininterrompue. Mais ça, il s'en cache bien, il n'en parle pas. Il nous parle de médecine. Une petite parenthèse avec Yann Lequin. Je suis invité dans une émission de télévision la semaine prochaine et on m'a dit ce serait bien de mettre quelqu'un un peu de point de vue opposé. On avait pensé à Villani, ce monsieur est au Vatican. Donc on a envisagé de m'opposer à Yann Lequin. Donc la programmatrice de l'émission, sur Paris Première, m'a dit Yann Lequin ne veut pas parce qu'il ne fait pas de politique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais ce monsieur a perdu toute distance critique, toute capacité critique. Là, il est totalement soumis aux intérêts de Facebook et du monde économique. Donc ces personnes qui ont un pouvoir politique, puisqu'ils développent des productions, c'est exactement ce qui est nommé politique, c'est-à-dire qui modifient et qui contribuent à définir le cadre de l'organisation de nos affaires communes. Il répond à cette personne, je ne veux pas dialoguer avec Eric Sadin, parce que je ne fais pas de politique. Vous rendez-vous compte la démission de la responsabilité, la responsabilisation de l'ingénieur en se lavant les mains en disant « moi je suis que dans ma bulle technique », totalement indifférent à l'impact, et quand il veut un peu évoquer l'impact des conséquences, il nous dit « c'est formidable dans la médecine, c'est extraordinaire ». Je pourrais faire référence à d'autres ingénieurs, programmeurs, le grand Alexandre Grothendieck, mathématicien, médaille Fields comme Villani, quand il avait appris qu'au sein de l'université de Sophia Antipolis, pour les recherches de son laboratoire, bénéficier de fonds de l'OTAN via le ministère de la Défense. Il est allé voir les responsables de l'université. Il a dit « Moi, je ne veux pas, je m'oppose à ce que mes recherches et toute mon équipe, toute l'intelligence, toute l'invention, toute l'énergie, toute la sueur que nous mettons, elles se développent en vue de satisfaire des intérêts et des cahiers des charges déterminés par le ministère de la Défense et l'OTAN. » Qu'a fait l'université ? Il dit, Monsieur Grothendieck, nous ne pouvons malheureusement pas répondre à votre requête. Il a dit, je pars. Ah, quelle formidable personne qui savait qu'en faisant ces recherches-là, il faisait de la politique. Qu'a-t-il fait ? Non seulement il a démissionné, et il a monté une revue qui s'appelait Survivre et Vivre, qui rassemblait des chercheurs, des techniciens, qui développait un esprit critique par rapport à tous les développements technologiques qui étaient à l'œuvre au cours des années 70. Mon éditeur, L'Échappée, a publié une formidable anthologie de tous les textes critiques publiés par cette revue, et c'est 40 ans plus tard. Cédric Villani, médaillé Fields, qui est totalement assujetti au monde économique, politique, puisque ce monsieur est député de la majorité La République En Marche. Il fait peut-être aussi ça pour résister à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, dans un contexte de guerre économique. Mais c'est une guerre économique qui commence à être leader, comme n'arrête pas de ressasser la Chine. Laurent Alexandre, la Chine. Mais regardez ce que fait la Chine avec l'intelligence artificielle. Crédit social. Ah oui, social, extraordinaire. Alors voilà l'avenir que nous promet l'intelligence artificielle, le crédit social, c'est-à-dire cette grande société de la balance, de la dénonciation, de l'évaluation des comportements dans toute la société. Ça vous handicape l'accès à des soins, à du travail, l'accès à la santé. Ça dresse un peu les Chinois. C'est un encadrement comme jamais il y a eu dans l'histoire. C'est un palliatif éducatif. Oui, non, mais là l'ironie, il faut arrêter là. Avez-vous remarqué aujourd'hui que quand on veut faire preuve de vigilance supposée face à tout ce que nous avons énoncé, on en revient sempiternellement à la question des données personnelles, de la surveillance, question sur lesquelles j'ai travaillé il y a plus de 10 ans pour ma part. Je dis aujourd'hui que si cela existe, ce n'est plus du tout le problème. Le problème, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'orientation de l'action humaine, le dessaisissement de l'autonomie et de la faculté de jugement et de la liberté de décider de nos actions individuellement et collectivement, cette focalisation qu'on surfe sur les réseaux, à l'abri des regards d'autrui, où je bénéficie de ma petite supposée vie privée. Le tour est joué, mais c'est tellement à l'image de l'individualisme contemporain. Je ne dis pas que ce ne sont pas des questions importantes, mais il serait temps de se soucier de questions de liberté dans les modes d'organisation en commun, d'intégrité, de dignité humaine, de marchandisation intégrale de la vie. Voilà, il serait temps de se soucier de cela. Je crois que nous ne voyons pas qu'au-delà des supposés avantages sur lesquels nous avons vu que c'est beaucoup plus compliqué, que nous ne voyons pas le cours des affaires humaines qui se dessine, c'est-à-dire l'enrégimentement des conduites
par l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle dont Mounir Majoubi, il nous dit que je comprends que les industriels développent et qu'on réfléchira après. Monsieur, secrétaire d'État numérique, honte à vous. Non seulement on doit réfléchir maintenant, mais ça doit faire l'objet de débats publics. Et c'est pas aux industriels de décider du cours de nos sociétés. C'est à toute la société entière de décider du cours individuel et collectif de nos destins. Et arrêtons d'instituer une société où c'est le monde industriel qui décide à notre place la façon dont les choses doivent être organisées. C'est une honte absolue. Et vous êtes un indigne représentant et élu de la République. C'est ce que je crois. 3 livres à conseiller. Pardon. George Orwell, Politique de la langue anglaise, les discours. On va renouer avec le politique quand on aura renoué avec une hygiène de la langue, c'est-à-dire toute cette pollution, discours préformaté, cette doxa. Ce travestissement de la langue française, cette prise de contrôle de la dialectique. Absolument. Hannah Arendt qui a dit que c'est l'autonomie de jugement qui conditionne le politique. Il y a la faculté à évaluer singulièrement les choses et dire ça on veut, ça on ne le veut pas. C'est la pluralité humaine. Toute la société dans des intérêts divers, dans la contradiction. Alors ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est la liquidation du politique. Donc Orwell, Arendt, l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, qui est une citation d'un livre du grand Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, qu'il avait écrit en 1954 et qui avait déjà vu que les développements techniques étaient orientés, déterminés par le monde économique et que ça créait des structures asymétriques de pouvoir, notamment dans la faculté de l'entreprise, du monde économique, à organiser le cours des sociétés de façon extrêmement rationalisée. Il n'avait pas été écouté à l'époque, parce que c'était au moment des 30 Glorieuses. Je crois que plus que jamais, il faut voir de quoi est constituée la technique aujourd'hui et ne pas être dupe sur la volonté du monde technico-industriel politique à décider le cours de l'existence au nom de leurs propres intérêts. C'est un conseil pour les jeunes générations. Ne pas être dupe, être dans le soupçon. Vous savez, quand on est ado, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, on met en doute les paroles des parents, les paroles de la société. Je crois qu'il faut canaliser, c'est-à-dire sur des bons sujets, cette faculté à remettre en doute. Éric Sadin, merci. Merci.